La stratégie des dernières attaques se dessine plus clairement aujourd'hui. Les forces djihadistes et indépendantistes ont en fait harcelé les troupes régulières maliennes et les mercenaires russes à Gao, principale ville du nord du Mali, harcelé les troupes régulières également au centre. Au sud, à 60 km de Bamako, les djihadistes ont attaqué une prison avant de repartir sans être inquiétés. Toutes ces attaques était plutôt, semble-t-il, de la diversion. Le véritable objectif était de prendre le contrôle de la ville stratégique de Néfis. Ce que les services de renseignement redoutaient est en train de se produire. Une offensive coordonnée et quasi simultanée vient de secouer plusieurs régions stratégiques du Mali. Du nord désertique jusqu'aux portes du centre, des groupes armés ont tenté de briser les lignes de défense de l'armée. Mais cette fois, le scénario ne s'est pas déroulé comme les assaillants l'avaient prévu. L'état-major a déclenché une riposte foudroyante. Alors, comment l'armée a-t-elle réussi à anticiper ce coup de force? Et surtout, quel est le vrai bilan de cet affrontement? Regardons la réalité des faits. Mais le Mali a fait très mal au terreau. Les apatrides et les médias français sont bien silencieux depuis cet après-midi concernant la suite des événements. Les terreaux ont été encerclés lors de l'opération de ratissage menée à Konna. L'armée malienne, appuyée par les forces russes, a lancé une offensive féroce afin d'éliminer les terreaux retranchés dans la zone. Ils ont bouclé le périmètre et coupé toutes les voies de repli, tandis que l'aviation malienne a mené des frappes chirurgicales contre les positions fortifiées de l'ennemi. À Néfis, les terreaux ont été matés par les bombes maliennes. Et comme toujours, c'est la même stratégie. Leurs trolls qui vivent uniquement sur le net déclenchent immédiatement ce matin une campagne de propagande affirmant que telle ou telle ville est tombée sans même comprendre ce que signifie réellement la chute d'une ville. Certains médias français prennent ensuite le relais en amplifiant cette désinformation se basant sur des sources anonymes qui sont des terreaux. Puis lorsque les FAMA et les Russes déclenchent le feu du ciel, les terreaux sont éliminés par dizaines ou prennent la fuite pour sauver leur vie. Pourtant, le nombre de terreaux neutralisés n'est jamais relayé par ces mêmes médias français qui ne mettent presque jamais en avant les succès militaires des armées de l'AES et ça ne choque plus personne. Mais restez vigilants, chers Maliens. Ils ne comptent pas s'arrêter là, mais ils seront servis par les forces armées maliennes. Ça, c'est une certitude. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est joué, il faut réaliser que les assaillants ont frappé partout à la fois pour essayer de saturer les capacités de l'armée. Les positions militaires ont été ciblées de manière synchronisée dans les localités clés comme Aguelpok et à Néfis dans le Grand Nord, mais aussi à Gao, à Sévaré et même à Kénioroba. L'objectif des groupes armés était clair, créer la panique et forcer l'armée à éparpiller ses forces. Mais la réaction a été immédiate. Les troupes au sol, appuyées par d'intenses frappes aériennes, ont verrouillé tous les accès, repoussant vigoureusement les assauts et reprenant le contrôle total de chaque secteur. Sur le plan strictement militaire, la contre-offensive aéroterrestre s'articule autour de trois résultats majeurs. Sur l'As 1, le coup d'arrêt à Sévaré, c'est là que le choc a été le plus violent. Les assaillants ont arrivé en masse, lourdement armés, utilisant des motos et des véhicules équipés pour percer. L'armée les a accueillis de front, neutralisant une vingtaine d'entre eux et confisquant leur matériel avant qu'ils ne puissent s'infiltrer dans la zone urbaine. Sur l'As 2, le sacrifice et la résistance à Gao. À Gao, les combattants ont été intenses. Malgré la perte d'un soldat et plusieurs blessés immédiatement pris en charge, les unités sur place ont tenu bon, éliminant le groupe d'infiltration et détruisant leurs véhicules de transport. Sur l'As 3, la supériorité de la couverture aérienne, c'est l'élément qui a brisé l'élan des attaquants. L'utilisation combinée des vecteurs aériens et des forces terrestres a permis de traquer des fuyards dans le désert à travers d'immenses wagons de ratissage qui se poursuivent encore pour sanctuariser le territoire. Mais au-delà des communiqués militaires, pourquoi cette attaque maintenant? L'objectif officieux de cette démonstration de force des groupes armés n'était pas d'occuper définitivement ces villes, car ils savent qu'ils n'en ont pas les moyens face à l'aviation. Leur but secret était purement psychologique, envoyer un signal de défi à l'Alliance des États du Sahel. Ils voulaient prouver aux populations et aux partenaires extérieurs que malgré les lourdes pertes qu'ils subissent depuis des mois, ils conservent une capacité de nuisance nationale. C'est une guerre de communication où chaque camp peut prouver qu'il a l'initiative. Pour la suite immédiate de cette crise, trois scénarios se dessinent. Le renforcement des verrous. Voilà le premier scénario. Je vous explique.
L'armée maintient la pression avec des patrouilles à longue distance pour empêcher toute réorganisation des réseaux terroristes. Le deuxième scénario, le changement de tactique des groupes armés. Face à l'échec des attaques frontales contre les bases, ils pourraient basculer vers des actions asymétriques plus diffuses. Et le dernier scénario est l'accélération de l'intégration régionale. Ce coup de sémence pousse les pays voisins de l'Alliance à accélérer la mise en place de leurs forces conjointes pour étouffer définitivement les sanctuaires transfrontaliers. Mais détrompez-vous si vous pensez que cette confrontation se limite à ces quelques villes du Nord. Pendant que les unités d'élite nettoyaient les secteurs d'Agelhoc et de Gao, une autre bataille beaucoup plus sournoise se déroulait en plein cœur du pays. Notre deuxième analyse révèle que les assaillants avaient préparé un autre plan de secours pour frapper l'armée là où elle s'y attendait le moins. Mais est-ce que le véritable plan des assaillants était-il de couper le Mali en deux? C'est la question brûlante qui agite les états-majors. Alors que le Nord était sous le feu des projecteurs, le centre du pays est devenu le théâtre d'une course contre la montre dramatique. Les services de renseignement ont intercepté les mouvements suspects dans la région de Mopti. Des colonnes armées se regroupaient en secret pour lancer un assaut massif. Le piège était tendu et la moindre erreur de calcul aurait pu isoler des provinces entières. Pour comprendre l'importance cruciale de cette zone, il faut savoir que le centre du Mali est le véritable pivot géographique du pays. C'est ici que se joue la stabilité économique et la fluidité des transports entre le sud et le nord. Les forces armées ont dû faire face à deux menaces simultanées. D'un côté, une tentative d'incursion directe contre la localité historique de Konna et de l'autre, un rassemblement massif repéré à Somadougou. Grâce à une réactivité exemplaire, les soldats ont opposé une défense féroce, présent l'effet de surprise recherché par les assaillants. Comment l'armée a-t-elle concrètement neutralisé cette double menace dans le centre? Tout s'est joué sur trois actions très précises. Sur l'axe 1, on a la riposte coordonnée à Konna. À Konna, les groupes armés espéraient suspendre la garnison locale. Mais la discipline tactique des troupes au sol a permis de bloquer l'infiltration dès les premiers échanges de tirs, forçant les assaillants à battre en retraite en abandonnant une grande partie de leurs équipements. Sur l'axe 2, on a l'anticipation aéroterrestre à Somadougou. C'est le coup de maître de cette opération. Les terroristes s'étaient rassemblés à Somadougou avec un objectif précis: lancer un raid dévastateur sur la localité voisine de Soufoulaye. L'armée ne les a pas laissé le temps. Une pluie de feu s'est abattue sur leur campement, dispersant les survivants et détruisant leur logistique avant même le début de leurs offensives. Sur l'axe 3, on a le lourd bilan matériel. Le choc a laissé des traces profondes. Les pertes matérielles et humaines chez les groupes armés dans le centre confirment que l'armée dispose désormais d'une puissance de feu, capable de traiter plusieurs cibles mobiles simultanément. Mais en vrai, qu'est-ce que cela cache réellement? Pourquoi cette obsession pour le centre du pays? Les analystes rappellent que nous sommes dans une période de tension extrême, quelques semaines seulement après le désastre offensive conjointe menée par une alliance inédite et redoutable. D'un côté, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, et de l'autre, les éléments des mouvements indépendants du Nord. L'intention cachée de cette coalition contre nature est d'asphyxier l'État central en multipliant les attaques de l'harcèlement pour paralyser l'économie et saper la confiance des citoyens envers les institutions militaires. Le Mali se trouve donc à la croisée des chemins dans cette guerre de longue haleine. Deux trajectoires se dessinent clairement pour l'avenir. La première trajectoire est le scénario de la sanctuarisation. L'armée réussit à maintenir ce niveau d'anticipation grâce aux outils technologiques modernes, rendant toute tentative d'attaque d'envergure suicidaire pour les groupes armés. Pour la seconde trajectoire, on a le scénario de la guerre d'usure invisible. Les réseaux armés abandonnent définitivement des attaques coordonnées pour se fondre dans la population et mener une guérilla de harcèlement à long terme. Le combat pour la stabilité du Sahel est loin d'être terminé et chaque victoire sur le terrain redessine l'avenir de la région. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cette capacité de repos simultané de l'armée va définitivement décourager les grandes offensives des groupes armés? Ou faut-il s'attendre à une adaptation de leur stratégie dans les prochains mois? Partagez vos analyses en commentaire, vos avis m'intéressent. Pensez à vous abonner pour suivre tous nos prochains décryptages et à très bientôt pour une nouvelle analyse. Ciao.